La librairie Ombre Blanche accueillait samedi 29 novembre 2025 un nouveau café psy proposé par Rémi Puyello et Maryse Perrin-Estarlier autour de la pathologie du lien, en présence de Gérard Chimisanas, docteur en psychologie clinique et psychopathologie et psychodramatiste. Cette rencontre menée par Alain Grimaud avait pour thématique la transformation des liens chez les enfants par l'atelier théâtre. Bonjour à tous et merci d'être là, bienvenue. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour le deuxième Café Psy de la saison 2025-2026. Cette saison est consacrée au thème des pathologies du lien. On entend dans le mot lien les deux versants, le lien qui soutient, le lien qui étaye. Et on peut aussi aller du côté du lien qui entrave et du lien qui blesse. Et à propos du lien qui blesse, notre premier Café Psy a été consacré à l'œuvre de Niki de Saint-Phal. C'est Rémi Puyello, ici présent, qui nous a fait cheminer autour de cette question, et en particulier à partir de la lettre que Niki de Saint-Phal a écrite à l'âge de 62 ans à sa fille à propos de l'inceste que lui a fait subir son père alors qu'elle avait 11 ans. Donc ça, c'était le premier Café Psy de la saison. Le deuxième, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question des ateliers théâtre, de la médiation théâtrale. C'est Gérard Chimisanas qui va nous présenter son expérience et sa réflexion à ce sujet-là, puisqu'il anime des ateliers théâtre dans un CMP avec des enfants qui dont la souffrance est souvent liée à des liens problématiques, un attachement, des liens problématiques. Et il va peut-être nous montrer comment la pratique des théâtrale, avec son versant collectif et sa dimension de jeu, J-E-U, peut permettre à ces enfants-là de se remobiliser et de s'engager dans une autre expérience du lien, des liens. Je vais repréciser pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, je ne sais pas, ce qu'est le Café Psy, ou ce que n'est pas le Café Psy. Le Café Psy, ça fait 10 ans qu'il se tient à la librairie Ombre Blanche, à raison de 4 à 5 séances, on va dire ça comme ça, par an. Le précédent Café Psy était consacré, je ne sais plus à quoi, je me souviens de celui sur l'hospitalité, il y a eu celui sur le corps. Bon voilà, donc on choisit, on est un petit groupe, ici il y a Blandine Poney qui en fait partie, Rémi Puyello, Alain Grimaud et moi-même, mais il y a aussi des nouveaux venus comme Laurent Morlon et Sabine Carillou. On choisit un thème et on essaye de le décliner de différentes façons. Alors, pour terminer, je le dis, je le répète, le Café Psy, c'est pas une analyse sauvage, c'est pas une conférence savante, c'est à partir de l'intervention d'un invité, l'occasion de réfléchir, de partager une expérience. Et voilà, ça devrait permettre à tous ceux qui sont là de mettre leur grain de sel, de prendre la parole pour poser une question, parler de leur propre expérience et faire partager quelque chose qui leur tient à cœur. Bon voilà, je vais passer la parole. Le prochain Café Psy aura lieu en février, je ne sais plus à quelle date, le 7 février, et ça portera sur les pathologies du lien et la criminologie, en criminologie. L'invité sera David Vavassori, qui est universitaire et qui est spécialiste de criminologie. Et le café sera animé par Sabine Carillou. Voilà. Je vous laisse la parole à tous les deux. Bonjour donc à toutes et à tous et à Gérard Chimisanas, un grand merci d'être là.
Donc pour aujourd'hui parler du théâtre. Hein. Donc c'est vrai que le théâtre, alors c'était l'idée de demander à Gérard de venir, c'était pour évoquer un dispositif, en fin de compte, qui traite du lien et qui traite de la réparation du lien. Hein, voilà, on a parlé de la dégradation, hein, de la pathologie du lien, la dégradation du lien, la dernière fois, hein, avec évidemment dans le prototype finalement, le prototype est l'inceste. Hein, on a vu la profondeur du dégât, hein, à travers les écrits notamment de Neige Sino, etc. Un certain nombre d'autrices, hein, qui ont écrit beaucoup depuis l'an 2000, hein, enfin depuis beaucoup moins que depuis 2020 en fait. Il y a une série de textes tout à fait fondateurs qui ont montré, hein, d'un point de vue à la fois biographique, littéraire et clinique, la profondeur du dégât que peut engendrer, du dégât psychique, hein, et intergénérationnel, hein, que peut engendrer cette altération du lien, à travers cet épisode calamiteux mais de l'inceste. Donc l'idée de demander à Gérard de venir nous parler de ce dispositif collectif là du théâtre, c'est que c'est un dispositif qui mobilise les liens, qui mobilise les interactions. Hein. Alors pour nous, c'est vrai que c'est pas facile, hein, de penser ou d'avoir en tête un dispositif collectif, disons, à vocation thérapeutique. Alors on sait que ça existe, hein. On sait que ça existe, dans les années 70, bon, c'était même peut-être la mode d'une certaine façon, mais c'est toujours resté un peu confidentiel. Hein. Y a peu de gens finalement qui vont rechercher de la thérapie, par exemple, à travers le psychodrame ou à travers le jeu de rôle, les choses comme ça, hein. Alors qu'on sait que ça existe, que c'est quand même assez éprouvé, mais on ne sait pas trop finalement ce qui fonctionne. Hein. C'est-à-dire que dans les représentations collectives, hein, la psychanalyse, hein, disons, le dispositif confessionnel, comme dit Moreno, hein, c'est-à-dire on est deux, on est dans un petit endroit, hein, c'est soumis à la confidentialité, on l'a complètement intégré sur le plan des représentations collectives. Hein. Si on va pas bien et si on cherche un recours, ça on sait que ça existe et on a l'impression de savoir ce que c'est, comment on va pouvoir s'en servir. Le collectif, la dimension thérapeutique des collectifs, on a beaucoup moins, je crois, de repères, me semble. Alors je démarre comme ça, Gérard, hein, parce que finalement, on a des attentes, hein, tous, hein, et puis des questions. Hein. Alors, oui. Donc l'idée, c'est finalement de te demander un petit peu, enfin, qu'est-ce qui marche là-dedans, pourquoi ça marche, et bon, à quoi ça sert. Est-ce que ça peut servir à tout le monde, enfin, etc. À travers cette expérience. Voilà. Donc je te passe le micro. Oui, merci. Donc, merci à l'équipe du Café Psy de me recevoir dans cette maison qui a une certaine importance pour moi, Ombre Blanche. Donc. Alors, on parlait des liens pathologiques, mais il faut se rappeler que l'humanisation, le psychisme, ça passe par le corps et les liens. Le psychisme, c'est du lien et du corps. Et on verra que dans ce que vient de dire l'un, c'est l'importance des liens dans la présence des autres, mais aussi de la mise en mouvement du corps. Donc je vais vous parler d'un atelier théâtre qui s'est déroulé dans un CMP, Centre médico-psychologique. C'est une équipe pluridisciplinaire, orthophoniste, psychomotricien, éducateur, spécialisé assistante sociale, psychologue, psychiatre. C'est des équipes qui sont dans des territoires et ils font de la cure ambulatoire, c'est-à-dire que les enfants restent dans leur famille. Hein, alors bon, le temps de soins peut se dérouler le soir à midi, mais en accord avec l'éducation nationale, peut se dérouler aussi dans le temps d'école. Voilà. Donc, et bien sûr, les enfants sont accompagnés par leurs parents, ou parfois, quand ils sont dans des institutions, par l'institution. Donc, ce travail, je l'ai fait pendant une quinzaine d'années. Ça concerne une soixantaine d'enfants. Donc, c'est des enfants qui sont accueillis, pour lesquels on essaie avec leurs parents, on essaie de voir qu'est-ce que c'est qu'on pourrait leur proposer. Et bon, certains enfants, on peut leur proposer un travail en face à face avec une personne spécialisée, avec qui ils vont pouvoir être soutenus, écoutés, entendus, et peut-être
comment dire, on va leur donner de quoi penser, si je puis dire. Mais d'autres ne peuvent pas être dans cette situation de face à face. Il faut leur proposer, on va dire, un détour. À la fois un faire, une activité, le théâtre, et un groupe dans lequel ils vont pouvoir ne pas être embarrassés par cette relation à l'adulte qui peut être difficile pour eux, d'assumer ce face-à-face avec le regard de l'adulte. On y reviendra. L'importance du regard pour les enfants, je vais le souligner. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter cet atelier et je vais faire en sorte que ça produise des images pour vous, afin que vous que vous projetiez dans ce que j'ai pu vivre et dans tout le plaisir qu'on a pu avoir à voir éclore la vie dans ce dispositif. Donc je parlerai du théâtre, du jeu dramatique, et parce que le théâtre, entendons-nous, c'est du jeu dramatique, mais avec un texte qui est écrit auparavant. Donc la dimension artistique du texte est importante. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va travailler de plein pied avec les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun seuil à franchir. C'est-à-dire le premier seuil, ça pourrait être est-ce qu'on va me voir? Est-ce qu'on va me juger? Et donc, on va faire en sorte que tous les enfants et adultes soient sur scène. C'est ça la première chose. Est-ce que je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire? Eh bien, on va partir sur des scènes connues par des enfants. On va acheter le pain, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, on fait un voyage en famille. Donc, la première chose, c'est de trouver une place pour ces enfants, comme dirait mon préfacier Rémi Puello, c'est de leur donner une place. Leur donner une place, c'est leur dire, voilà, on vous propose de faire ça, et on va en garantir certaines conditions. Donc les conditions, on va dire, c'est ne pas perdre la face pour ces enfants. Ils sont déjà en difficulté, et donc on va faire en sorte de leur faciliter les choses. Donc on va avoir un cadre qui va définir ce qu'on va faire, la consigne, on va jouer ensemble. Voilà. Mais avec des limites. C'est-à-dire, on ne se juge pas, on ne touche pas les autres. Alors, ne pas toucher les autres, à part si le jeu le prescrit. Voilà. Et bien sûr, autour, il y a les règles sociales Mais on va créer un espace d'attention conjointe. C'est-à-dire, on va se centrer sur quelque chose qu'on va faire. Et on va jouer à faire semblant. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer par des jeux de mise en route. On va, par exemple, se déplacer dans l'espace de jeu et on va se dire bonjour, on va se croiser. Puis on va faire des jeux de déplacement. On va marcher au ralenti, on va accélérer, on va faire des déplacements subis. Voilà. On va faire des jeux aussi de contact, une vague. C'est-à-dire, on demande aux enfants de se mettre côte à côte, les yeux fermés, et ils vont avancer ensemble. Donc, c'est des jeux où on travaille le fait d'être à l'écoute des autres. On va faire des jeux d'imagination, c'est-à-dire on fait une ronde et chaque enfant, en tournant comme ça, va dire le nom de quelque chose qu'il y a dans la salle de bain, ou un prénom, ou un légume, enfin bon, plein de choses comme ça. C'est-à-dire on va développer à la fois l'articulation et en même temps l'imaginaire. On va faire aussi des jeux sur les émotions. On va faire des jeux de miroir. Là, je reviens à ce que je vous disais au départ, la question du miroir chez l'être humain, c'est-à-dire de l'imitation du corps de l'autre, avec un corps qu'on ne voit pas, notre corps qu'on ne voit pas soi-même. On se voit au travers du corps de l'autre. Et bien sûr, au travers du regard de l'autre, nous dirait Winnicott, et comment on existe par le regard qu'il portait sur nous. On le verra tout à l'heure à propos d'Angèle. On verra comment le regard de sa mère peut créer un trouble. Donc, on a des jeux comme ça. On a un jeu qui est super aussi, c'est le jeu de colère. On va dire aux enfants, vous allez manifester de la colère, mais en disant nom de légumes. Alors, ils sont un peu déconcertés, parce que bien sûr, on détache la signification de l'affect. Alors bon, c'est vraiment... là, ils sont... Et bon, bien sûr, quand on leur propose les légumes, à un moment donné, ils vont dire patate. Et donc, là, le nom des légumes patate, il est déjà utilisé comme une attaque un peu verbale. Voilà.
Donc, voilà ce qu'on fait. Et ensuite, on fait des jeux, bon, comme je vous disais tout à l'heure, et on peut faire des improvisations dans un ascenseur, il se passe tel et tel problème, qu'est-ce qu'on fait, comment s'exprime l'inquiétude, comment se fait la solidarité entre les gens, comment on fait appel à l'extérieur. Voilà, bon. Mais ça, c'est des jeux qui sont plus tardivement. C'est des séances, c'est des parcours de 2 ans, et dont la première année, c'est beaucoup d'exercices de jeux symboliques, on va dire, et de coopération. Et la deuxième année, on construit quelque chose d'une représentation qu'on présente à l'équipe du CMP. Hein, bon, voilà. Mais sans trop forcer le spectacle. Le but n'est pas le spectacle. Le but, c'est le soin. Le but, c'est la transformation des liens. Après, s'ils ont le plaisir de pouvoir le présenter à quelqu'un, pour nous, ce qui était important, c'est que l'équipe soit solidaire avec nous et qu'elle sache ce qu'on fait. Parce que des fois, on faisait beaucoup de bruit. Ou des fois, il y a des enfants qui sont en difficulté, ils s'en vont. On le verra, ils sortent. Ils se retrouvent dans le CMP. Bon, il faut que les collègues soient partie prenante avec nous pour nous soutenir comme un arrière-fond qui va nous protéger aussi. Pour protéger cet espace de fantaisie et cet espace d'attention, mais de fantaisie surtout, et d'intimité. Et si vous voulez, la fantaisie, on l'introduit en jouant les animaux. On fait les animaux. Alors, des éléphants, des gorilles, bon. Alors, bien sûr, les adultes se prêtent à ce jeu, comme exemple. Hein. Là, les enfants sont un peu déconcertés. Mais ils prennent vite le plaisir à se laisser aller à faire n'importe quoi, entre guillemets. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils sont dans la représentation qu'ils essaient de traduire par leur corps. Mais bon, on va du côté de ce qu'on appelle le pulsionnel. Hein. Et puis des cris d'animaux, bon. Et puis ça change ils sont interloqués, ça change leur rapport à l'adulte. Tiens, cet adulte, pourquoi il fait ça? Est-ce que ce ne serait pas un ancien enfant? Hein, on pourrait entendre cette question. Voilà, on est tous des anciens enfants, bien sûr. Et donc, je vais vous présenter des enfants, et ensuite, je vais vous présenter un certain nombre dans le dispositif, il y a le jeu dramatique, il y a le cadre, ce que je viens de vous définir, mais ensuite on va passer à la question du groupe et puis des relations. Et on va voir ce que permet le groupe, même ce qui permet de transformer, et ensuite comment on transforme les relations. Je vous expliquerai, je vous témoignerai de ça. Dans les enfants qu'on a rencontrés, c'est des enfants entre 6 et 11 ans. C'est assez pertinent, le jeu dramatique à cet âge-là. Après, on peut faire du psychodrame de façon plus aisée. Et auparavant, je trouve que les ateliers contes, c'est très intéressant pour les enfants. Les introduire au récit et aux problématiques que portent les ateliers contes. Donc je trouve que le jeu dramatique, c'est avec la dimension symbolique et l'engagement du corps, est très approprié pour ces enfants. Je regarde mon maître là-bas je contrôle ce que je suis en train de dire. C'est très approprié. Pardon? Ah, pardon. Non, excusez-moi Rémi, je vous interpelle. Et donc on s'appuie, nous aussi on s'appuie sur un certain nombre de personnes. Donc la première dont j'ai envie de vous parler, c'est Angèle. Angèle, elle a une maman, un papa avec qui elle vit, une petite sœur. Et Angèle, sa mère, depuis qu'elle est née, elle se demande si elle ne va pas devenir folle, entre guillemets, comme sa tante à elle, qui régulièrement a des hospitalisations psychiatriques. Et cette projection du regard de sa mère sur cette crainte que Angèle devienne comme sa propre tante a un effet de sidération inconscient, on va dire, pour Angèle, qui est toute inhibée, qui n'ose pas bouger. À l'école, elle est toujours comme ça. La maîtresse, si elle veut avoir un échange avec elle, elle est obligée de se mettre à côté d'elle. Voilà. Donc, on a reçu cet enfant, et bon, on lui a proposé du théâtre, et on a proposé aussi un accompagnement des parents, dont je vous parlerai à la fin. Puisque les parents et l'équipe sont très importants dans cette évolution. Si on a besoin d'avoir des éléments de l'extérieur aussi
pour voir ce qu'on peut travailler. Mais on a surtout besoin de transférer l'évolution des enfants. Il faut qu'elles puissent exister dans leur lieu de vie habituel, l'école, la famille. Hein, on ne fait pas ça que pour nous, entre nous. C'est un lieu expérimental, bien sûr, cet atelier, mais il faut que les effets se transfèrent à l'extérieur. Donc, on a Angèle, par exemple, dans le jeu dramatique, quand on lui demande de faire le miroir, il se trouve que c'est un garçon qui est en face d'elle. Et là, elle nous dit « je ne peux pas ». Et on comprend, elle ne nous le dit pas, mais on comprend que, vu que c'est un garçon, elle a peur de ne pas arriver à faire l'imitation. Vous vous rendez compte, vous voyez bien, on voit bien l'importance quand même de ce qu'on voit et de ce qui nous regarde. Hein, et donc, voilà, bon, elle va évoluer, cet enfant. Hein. Elle dira par la suite aux autres, arrêtez de faire des bêtises, j'ai peur d'en faire. Vous voyez, dans la progression, ça c'est plusieurs mois après, hein, dans la progression, elle dit ça. Et puis, plusieurs mois après encore, un jour, il y a un enfant qui nous empêche un peu de nous mettre au travail, il dérange la mise en jeu, et elle lui donne un coup de pied. Alors là, alors bien sûr, on lui rappelle l'interdit, hein, on lui dit c'est interdit, mais on comprend que tu es en colère, mais c'est interdit. Et donc là, on commence à créer un petit espace dans son psychisme. Enfin, c'est elle qui le crée, bien sûr. Nous, on ne fait que s'en apercevoir, ce qui est important. Hein, les choses émergent parce qu'on les attend et qu'on les observe. Ça, c'est une première étape de la transformation. C'est parce qu'on est attentif à ce qui se produit que les choses peuvent exister. Voilà, bon, on ne va pas développer ça, on ne va pas l'appliquer à tout, bien sûr. Et donc, après, je vous raconterai comment on a pu travailler avec les parents, le fait que la maman était anxieuse que son enfant devienne malade psychiatrique comme sa propre tante, et comment le papa pouvait rentrer dans ce jeu. C'était un mari très gentil avec sa femme, il la soutenait, mais il n'arrivait pas à être un père. Et on les a aidés à faire que cet enfant soit issu de deux lignées, hein, cette fameuse triangulation. La lignée de papa, la lignée de maman. Et donc, on peut échapper peut-être à la destinée de chaque lignée, en en créant une troisième. Voilà. Donc, il y a d'autres enfants, comme Flore, par exemple. Flore, elle est dans une grande famille, et donc il y a d'autres enfants. Elle est un peu, ce qu'elle fait, Flore, c'est qu'elle commente tout. Elle commente tout ce qu'il y a autour d'elle. Et tu as fait ça, tu dis, ah si tu as dit ça, et tu fais ceci. Mais jamais, elle ne parle jamais d'elle. Elle ne parle jamais de ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Elle ne parle jamais de ce qu'elle voudrait faire. Elle ne pose pas de questions. Elle commente. Voilà, on voit bien qu'elle manque d'entourage. Bon, pour des raisons qu'on va voir. Alors bien sûr, moi, je ne voudrais pas caricaturer les situations que je présente, mais je suis obligé de faire court. Mais en vous rappelant que toutes ces personnes dont on parle, ce sont nos semblables. Et on a pour certains d'entre nous, été à leur place. Et donc, ces parents qui sont un peu dans la bagarre, et Flore, qui sont en train de se séparer, enfin, qui sont déjà séparés, mais qui se maintiennent dans un lien un peu de haine, on va dire. Et elle prend parti pour sa mère, et voilà, et bon, on verra comment ça s'exprime dans la projection sur les deux thérapeutes qu'on est avec ma collègue. C'est-à-dire, elle va reproduire avec ma collègue quelque chose qu'elle a vécu avec ses parents, qu'elle vit avec ses parents. Ce qu'on appelle le transfert, hein, bien sûr. Et ça va nous permettre de le travailler. Je vous le présenterai plus tard. Cortot, il parle, mais lui, il imagine. Au lieu de commenter les faits, il imagine tout un tas de péripéties, il te parle. Il est dans la salle d'attente, quelqu'un parle, passe, il lui dit « mais vous êtes machin qui faites ceci et cela ». Bon, voilà. Il essaie de se maintenir en relation, mais lui non plus, il n'a aucun appui pour exprimer ce qu'il pourrait être, ce qu'il ressent, voilà. Et donc, quand même, ce qu'on sait, c'est que son papa a une maladie qui alterne la dépression avec l'excitation,
beaucoup de paroles à un moment donné, et à un moment donné, il s'éteint. Et la maman a beaucoup de mal à parler d'autre chose que du matériel, du factuel. Voilà. Et donc on comprend comment ces deux individus, ces deux êtres ont tenté de s'apporter mutuellement quelque chose, mais en tout cas, l'enfant n'est pas parlé. Même s'il parle, ses parents, leur enfant n'est pas parlé. Il n'a pas de place au travers de la parole que peuvent lui adresser ses parents et qu'il peut adresser à ses parents, bien sûr. Donc, on a aussi Alice qui, elle, vit avec sa maman et ses deux sœurs, une tribu féminine, et très dans le, comment dire, dans la, très proche, voilà, très proche, très symbiotique, dans la fusion un peu, les unes les autres, mais très peu de langage. On fait des choses. Bon, alors est-ce qu'il entraîne voilà, bon, il entraîne, il accompagne, on le sait. On travaille avec ça nous aussi, et avec tout ce qui s'exprime, notamment au théâtre par des figurations. Donc je continue. Alice, le problème qu'elle a, c'est qu'à un moment donné, à l'école, il faut par exemple abstraire, hein, il faut être capable de passer du particulier au général, du concret à l'abstrait, du familial au social. On a des enfants qui ont du mal à passer de la situation familiale à la situation sociale. Les codes qu'ils ont vécus dans la situation familiale ne sont pas assez clairs, ne sont pas assez explicites pour qu'ils puissent rentrer dans le social et comprendre quelle place ils peuvent y prendre et comment ils peuvent s'orienter. Et donc, on a un intermédiaire, un groupe intermédiaire de 6 à 8 personnes avec 2 générations, enfants et adultes, qui vont permettre cette expérimentation intermédiaire, transitionnelle. Ça, pour certains enfants, c'est intéressant pour tous, hein, mais pour certains enfants, c'est particulièrement utile. Donc, on a... par rapport au jeu dramatique, ou le théâtre, si vous voulez, comment peut, en tant que lui-même, qu'est-ce qu'il peut apporter, en référence, par exemple, à ce que dit Lévi-Strauss sur l'efficacité symbolique des rituels. On a joué bon, ça, c'est pas dans les premiers temps, hein, on attend que les enfants, c'est au bout d'une année, on joue une situation où, à l'école, à table, les enfants lancent du pain. Hein, on a tous connu ça. Hein. Voilà, on lance du pain. Et donc, ils lancent du pain. Ils font semblant, hein, bien sûr. Hein, ils ont admis le code. On fait semblant. Ils se jettent du pain et donc ils y croient. Hein, ils arrivent. Parce que bon, on est dans un espace qui favorise cette identification. Et dont les adultes interviennent et ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à arrêter. Et donc là, on voit bien à la fin du jeu, il y a les enfants qui ont joué, les enfants qui jettent du pain, ils sont épanouis, hein, lâchés prise, ils se sont lâchés. Leurs pulsions agressives ont pu s'exprimer, mais pour semblant, bien sûr, hein, on est toujours dans le semblant. Et ceux qui ont joué les adultes sont un peu contrits. Bon, voilà. Et là, ils ont vécu que les adultes n'étaient pas tout puissants. Bon, je vous rappelle que les enfants ont besoin de penser que les adultes sont tout puissants pour se sentir protégés. Et donc, le chemin qu'ils auront à faire, c'est que personne n'est tout puissant. Hein, voilà. Mais là, quand même, ils en ont un vécu qui est très instructif. Bon, voilà. Donc, ensuite, la question du cadre, comme je le rappelle, hein, c'est, si vous voulez, quand le cadre n'est pas posé, il y a de l'incertitude, il y a de l'inquiétude, de l'angoisse. Je vous rappelle que, par exemple, vous êtes dans une queue chez le boulanger, exemple, et vous voyez que la queue n'est pas très bien formée. On ne sait pas où est le début, où est la fin. On voit des gens qui virevoltent. Et essayez de voir quelle est votre réaction. Hein, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors, est-ce que je vais être respecté? Est-ce que je vais avoir droit à mon tour? Enfin, il y a quelque chose d'une inquiétude. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein, moi, enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Hein. Et donc, on voit bien l'importance que les choses soient repérables pour savoir
comment on se conduit. C'est ça, avoir une place. Ensuite, la place, on se positionne dans sa place, et c'est ça, toute la subjectivation. C'est-à-dire que chacun, une fois qu'il a une place pour faire ses expériences, il va pouvoir se la construire, se l'adapter, trouver sa position. Et par rapport au groupe, ce qu'on vit, un groupe, c'est du commun et du singulier. S'il y a trop de commun, tout le monde fait la même chose. S'il y a trop de singulier, il n'y a pas de groupe. Et les groupes ont besoin du singulier. C'est ça qui fait la richesse. C'est l'originalité de chacun, dans une famille, dans un groupe de travail. Dans un groupe de travail, les statuts, les fonctions, les rôles sont établis. Donc, on ne se pose pas trop de questions. Chacun joue sa partition. Mais dans les groupes primaires, par exemple, comme les familles, comme les groupes d'amis, c'est un peu plus ouvert. Et donc, on va se retrouver dans des situations où entre le commun et le singulier va s'exprimer. Alors, on approche des fêtes de Noël. Je vous renvoie à la fête de famille, pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui peut se réunir. C'est une chance. Comment, au début du repas, tout le monde est bien disposé. Voilà, on est à l'écoute, les uns des autres, on est très contents de se retrouver, et blablabla, et l'union fait la force, et chacun, on est ensemble, et voilà. Et à un moment donné, il y a des choses qui se passent, alors on met ça sur le compte de l'alcool, de la politique, mais quand même, c'est une rediférenciation. On ne peut pas vivre toujours aspiré par le commun. Ça nous oblige à nous externaliser dans l'écoute. Qu'est-ce que font les autres? Je vais essayer d'être en harmonie, etc. Donc, vous voyez bien, alors nous, ça, on le travaille avec les enfants. On sait que ça se produit. On le travaille, on l'écoute, on l'accompagne. Donc, le cadre dans lequel sont reçus ces enfants, il est représenté par des murs. Et on voit bien des enfants qui touchent les murs, notamment au début, mais même quand ils reviennent après les séances de vacances, ils touchent les murs. Alors, si les enfants ont des problèmes d'enveloppe très importants, entre guillemets, ils vont encore plus toucher les murs que les autres. Mais ensuite, il y a la figure du groupe qu'on travaille, le cercle. Vous voyez, on essaie ce que ça symbolise, ce cercle, c'est la question de l'intériorité, avec une extériorité. Bon, on verra. Mais ce cercle, il est approprié par les enfants. C'est une représentation qui s'inscrit en eux. Et dès qu'il y a des absents, ils le ressentent. Ils ne le pensent pas, mais dès que vous avez des absents, les enfants vont se chamailler, ils vont ouais, je m'en vais, c'est nul aujourd'hui. Et il faut qu'on dise mais oui, aujourd'hui on n'est pas tous là, le groupe n'est pas entier, mais bon, on va quand même travailler et puis on va se retrouver la prochaine fois. Donc là, on voit bien qu'on a des possibilités de soutenir, de prendre connaissance des angoisses des enfants et de les soutenir et d'accompagner, de les contenir et puis de leur donner du sens, mais de façon indirecte. On s'adresse au groupe. On ne dit pas, toi, là, tu es en train de vivre ça. Non, on passe par un détour et on s'adresse à l'ensemble du groupe. C'est là où c'est tout l'intérêt du groupe, où je vous disais d'accepter la confrontation. Ils ne sont pas prêts. D'abord, le langage, ils ne l'ont pas. La capacité réflexive, ils ne l'ont pas. Et la capacité à se confronter au travers du regard des autres à leurs difficultés, ils ne l'ont pas. Donc, on passe par ces détours. Par contre, à un moment donné... Oui, je ne veux pas être trop long, mais c'est passionnant pour moi. Bon, alors, oui, en tout cas, il y a des enfants qui disent des choses à la cantonade. Et on voit bien que la cantonade, c'est-à-dire tout le monde l'entend, mais personne n'a à répondre. Voilà. Et ça leur permet de dire des choses, comme des fois on voit des enfants qui disent des choses dans les voitures. Bon, juste sur la question du transfert. Par exemple, Flore, qui, elle parlait plus à son père pour faire voir à sa mère qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle aimait qu'elle, puisque ses parents étaient dans une telle dispute qu'elle avait besoin de s'accrocher à celui avec qui elle vivait. Et donc, elle a projeté ça sur ma collègue et moi. Donc, moi, elle ne me parlait pas
Et à ma collègue, elle était toujours en train de lui faire des manifestations de lien, bon, on va dire. Et un jour, Hélène, ma collègue, elle a été absente. Bon, elle n'a rien dit. Et la deuxième fois qu'elle a été absente, Flore m'a dit « Ah, Hélène, elle est absente quand même. Hein. Et puis, je sais qu'elle est sortie avec d'autres filles et qu'elle leur a donné des bonbons. Hein. Bon, alors, on voit bien cette question chez l'être humain, hein, c'est qu'on ne peut pas se fier au plaisir qu'on a. Hein, puisque le bébé, il est confronté au fait que quand il a le biberon, il est content. Mais quand il n'a pas le biberon, quand il n'arrive pas tout de suite, il n'est pas très content. Mais bon, c'est quand même la même personne qui lui amène le bon biberon et qui le fait attendre. Donc il est amené, comme nous tous, à se dire, les gens qu'on aime, des fois, on ne les aime pas, ils nous embêtent, ils nous posent des problèmes, ils nous frustrent. Et voilà, on est obligé de tenir compte de ça pour pouvoir maintenir nos liens et être dans la réalité. Voilà, juste une minute pour parler comment on a travaillé les parents d'Angèle. Donc, on a fait des entretiens parentaux avec ma collègue assistante sociale et il se trouve qu'on s'est trouvé derrière un bureau. Ma collègue assistante sociale, en face, il y avait la mère et moi, en face de moi, il y avait le père. Et au début, la mère qui racontait, blablabla, ma tante, elle est comme ci, et comme ça, et ma fille, peut-être qu'elle parlait beaucoup. Et de temps en temps, avec le père, on se regardait. Bon. Et petit à petit, le père m'a parlé. Et petit à petit, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait deux conversations qui se déroulaient en parallèle. Et puis, à la fin de la séance, avec ma collègue, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. On faisait le lien. Et petit à petit, le lien s'est fait entre eux. Et ce père, qui était un gentil mari, autant que ça puisse exister, bien sûr. Non, ça existe, mais autant que ça puisse exister, il est devenu un père aussi. Il a pu se mettre aux côtés de sa femme. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Là, tu nous as amené, amené dans l'espace de jeu, quoi. Et on y était tous, donc. Hein. Merci pour cet accueil. Hein. Alors, à propos d'accueil, moi, j'ai un peu loupé le tien, parce que j'ai oublié de dire que tu étais psychologue clinicien, docteur en psychologie, hein, que tu as fait une thèse sur la supervision des équipes de soins. Hein. Oui. Voilà, donc, et que tu es l'auteur d'un ouvrage aux éditions RS, un atelier théâtre en CMP. Voilà, je complète, parce que je me suis aperçu que je ne l'avais pas dit, hein, donc j'avais mal. Je l'avais mal, et psychodramatiste, voilà, hein, donc je t'avais mal présenté, mal accueilli. Alors, bon, voilà, je ne sais pas vous, je sais qu'il y a des personnes, enfin, moi je suis sur ces questions, hein, que je transmets, que je vous livre, hein, c'est à quoi ça sert et comment ça marche, voilà, c'est l'histoire de groupe, hein, voilà, c'est... Alors je sais qu'il y en a qui ont plein d'expérience, hein, là parmi vous, quelques-uns, et peut-être d'autres que je ne connais pas, mais certains que je connais. Voilà, hein, donc on a tous des idées là-dessus. Hein. Ce qui est intéressant avec le groupe, c'est qu'il n'y a pas de théorie unifiée, hein, sur la question de la thérapie de groupe. Il y a beaucoup de choses, hein, sur le plan théorique, mais rien d'unifié, quoi. Vous voyez ? Donc on a tous notre idée sur comment ça marche, à quoi ça sert, quoi. Hein, alors je sais pas, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut mettre ça en route, hein, entre nous, si vous avez envie. Alors, y en a qui ont fait du clown, il y en a qui ont fait du cinoche avec des enfants, enfin je sais pas. Il y a tout un tas d'expériences. Hein, est-ce que vous avez envie de mettre ça en commun ? Enfin, vous y êtes invités, hein, c'est le propre du Café Psy, quoi. De nous avancer là-dessus un petit peu, parce que bon, hein, mettre ça en circulation, en partage. Hein, qu'on mette un peu la main sur cet objet-là, si vous voulez. Je peux répondre aussi à des questions concernant les enfants. Hein. Voilà, si ça a suscité des curiosités de votre part. Voilà, hein, bon. C'est Maryse qui fait passer le micro, alors ça c'est très important. Voilà. Juste dire que, avant de vous passer le micro, que voilà, ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est ces interventions des adultes, l'air de rien. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, vous entendez l'arrière-plan pour chaque enfant, et l'air de rien, vous faites une remarque, voilà, qui va permettre à chacun de s'en saisir et à l'enfant concerné
peut-être de cheminer. C'est cet air de rien, ce décalage, me semble intéressant. Sur le à quoi ça sert, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose des effets produits par ce type de dispositif théâtral au sein du CMPP, de l'équipe, du CMP, pardon. Et parce que, on sait tous comment la psychiatrie est malmenée, les problèmes de financement, les problèmes politiques. Et voilà, ça m'intéresserait que vous me disiez quelque chose de qu'est-ce que ça produit, puisque vous avez dit que c'était une expérience de 15 ans, me semble-t-il. Donc j'imagine que vous avez quelques idées là-dessus. Oui, alors ça c'est une question... il y a quand même une théorie assez homogène hein, de ce que produisent les groupes quand même. Hein. Tout ce qui est la psychanalyse des groupes avec le travail dans les UEKS. Et donc, ils peuvent dire, par exemple, qu'on peut retrouver sur la scène du groupe quelque chose qui a à voir avec l'institution. Donc, je vais être... comment dire ? La question pour nous, ceux qui menons ces ateliers, c'est d'avoir un espace d'intimité, mais qui ne soit pas un espace clos. Il faut que cet espace soit, à un moment donné, qu'il soit vraiment étanche pendant le temps où on joue, mais il faut qu'il soit ouvert à l'ensemble de l'institution. Est-ce que c'est clair ça ? Parce qu'autrement, il va être vécu comme un objet étranger qui essaie d'échapper à l'institution. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Hein. Donc, il y a quand même ce premier niveau. Et donc, de présenter l'atelier aux collègues à la fin de l'année, c'était aussi leur dire « on est prêt à ce que vous voyez ce qu'on fait ». Ça, c'est très important parce que... Mais en même temps, on avait besoin de l'intimité. Donc, ça, c'est un enjeu qui est très important dans le... Donc, on reçoit des enfants qui sont indiqués par nos collègues, donc il ne faut pas se couper de ça. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi pouvoir transférer les effets qui se produisent dans l'atelier, dans la vie de l'enfant. Et donc être en lien avec les parents et les personnes qui rencontrent les parents, si ce n'est pas nous qui les rencontrons directement. Donc, actuellement, a priori, le groupe, il n'est pas économiquement, il est intéressant, puisqu'il réunit un certain nombre de personnes, mais par contre, ce qui est parfois oublié ou dénié, c'est tout le travail de transformation qui est fait dans la périphérie du groupe. C'est-à-dire tout le travail de préparation qu'on fait avec ma collègue, et puis l'acteur comédien qui venait, et les stagiaires, tout le travail de supervision sur les relations. Par exemple, quand Flore me rejette comme ça et qu'elle est tout amour vis-à-vis de ma collègue, entre guillemets, je pourrais dire, écoute, quand même, ma collègue, fais en sorte qu'elle s'intéresse à moi. Hein ? Pour lui dire, bon, mais ça, il faut accepter ça. Ça veut dire, c'est un travail avec un tiers. Voilà. Et puis, bon, pour pouvoir transformer, comme a dit Maryse, mine de rien. Mais mine de rien, on a des indices qui nous renvoient à des choses qui sont pour nous des processus, mais il nous faut prendre du recul. Et il faut que nous-mêmes, on raconte ce qu'on a vécu. On dise, voilà, on a vécu. Alors, la personne qui nous écoute nous permet d'organiser notre pensée. Donc, malheureusement, tout ce travail-là peut être négligé. Le travail d'entourage, oui. Est-ce que j'ai répondu à peu près ? Oui, il faut que tout le monde puisse prendre la parole, bien sûr, comme dans tous les groupes. Oui, bonjour.
Alors moi je suis en reprise d'études. Au départ je suis venue en lien avec le théâtre parce que j'ai une recherche à intervention à mener cette année, et en fait j'étais anciennement éducatrice spécialisée en Nouvelle-Calédonie, en pédopsychiatrie en hôpital de jour, et ça a été très agréable de vous entendre parce qu'en fait du coup moi pendant 6 ans dans cet hôpital de jour on s'appuyait sur l'hôpital de la Pomme Bleue avec beaucoup de médiation type médiation conte aussi selon la Forgue et tous ces auteurs-là. Donc là c'est vrai qu'on était nous dans une équipe, en tout cas c'était porté par le médecin. Je veux dire, toute cette idée de travailler où tout espace de l'hôpital est pensé, l'espace pour les enfants, l'intérieur, l'extérieur, la pataugeoire, enfin bon, tous ces dispositifs. Et c'est vrai qu'on s'est lancé parce qu'il était, c'était agréable, il avait assez confiance en son équipe. Et donc on a créé, j'ai créé du coup, sur mes souvenirs d'enfance, une médiation théâtrale, parce que je ne saurais pas trop comment la nommer autrement, avec des enfants. Alors on a eu des groupes très difficile aussi, parce que l'élaboration et l'accès au langage n'étaient pas toujours très simples. Mais en tout cas, oui, vous m'avez fait repenser à toutes ces choses qu'on a pensées pour eux et vécues avec eux. On a scénarisé, on a fait un cadre et on a utilisé une malle magique qui, chaque semaine, pouvait amener des accessoires, des objets qui pouvaient les aider à élaborer et qui étaient choisis aussi en lien avec ce qu'on pouvait savoir de leurs problématiques et de leur quotidien. Et donc voilà, donc nous en tout cas, c'est aussi dans la question de l'équipe, c'est que tout était pensé ainsi. Donc avec une vraie liberté de créer des médiations. Donc on régulait après chaque médiation, ça de toute façon c'était un principe. On avait un temps dans notre temps de travail après chaque atelier et on pouvait en parler librement du coup avec l'équipe. Et ça s'est même démultiplié, chacun pouvait se saisir de l'outil et aussi le faire avec un autre groupe. Et donc, juste merci, parce qu'en tout cas, ça m'a presque rassurée a posteriori d'avoir fait des choses relativement justes. Oui, merci. Je voulais juste souligner quelque chose. Vous êtes éducatrice spécialisée, j'ai été éducateur spécialisé. Et donc, voilà, ce qu'il y a la formation d'éducateur spécialisé propose bien, prépare pas mal à la situation de groupe, en tout cas dans l'expérience. Peut-être pas assez dans la théorisation, et la formation de psychologue ne propose pas assez d'expérience de groupe. Alors, et donc l'attelage est pas mal. Et quand on assomme les deux, c'est pas mal aussi. Je vais juste reprendre la question des déguisements, des accessoires. Ça me semble aussi une question intéressante. Voilà. Mais... Oui, alors la question, pardon, je réponds ou pas ? Alors, par exemple, on sait qu'avec un nez rouge, on devient un clown. Donc, c'est vrai que ça a un effet quand même performatif qui est formidable. Alors, nous, on essayait, dans la perspective de ne pas toucher, aussi, on essayait de faire en sorte qu'il n'y ait aucun accessoire. Mais c'était les purs. Mais bon, c'est pas facile au tout début. Si on pouvait avoir des chaises, par exemple, pour jouer une voiture, hein. Mais au maximum, on jouait sans. On a pu essayer le masque blanc, pour l'intérêt de ne pas voir le visage, justement, de se centrer sur le corps, mais on avait très peu d'accessoires. Oui, je voulais vous remercier de la dimension ludique dans laquelle vous nous avez fait entrer. Et on parlait au début de la question de l'attaque du lien, de la dégradation du lien. Et qui dit dégradation du lien dit trauma. Qui dit trauma dit une possible façon de le traiter qui consiste à refouler l'affect, refouler la fonction de l'imaginaire. Et ce que vous mettez en scène, ce que vous pratiquez, me paraît un dispositif très opérant dans cette réappropriation de la subjectivité et de l'émergence d'une identité et de cet imaginaire aussi qui restitue à l'individu son unité. Mais la question que je me posais, c'est de savoir quelle restitution vous pouviez faire ou pas faire aux familles et ce que pouvait entendre l'enfant des aspects traumatiques ou des aspects transférentiels réparateurs. Alors, j'ai plein de choses. Merci en tout cas de le clarifier comme ça, de l'expliciter avec des dimensions techniques importantes. Donc, si vous voulez, il y a un processus déjà de groupe par rapport à ce que la subjectivation, c'est-à-dire ce que je vous ai dit au début, ils se rencontrent les enfants sous notre égide.
Donc ils sont dans le lien avec nous de dépendance. Ensuite, petit à petit, ils se constituent en tant que sous-groupe, ils s'opposent à nous dans le rapport à la loi, et petit à petit, la différenciation se fait. Bon, ça c'est le premier principe du groupe en tant que véhicule dans cette subjectivation. Le commun est acquis, la place, et donc chacun peut exprimer une singularité. Je pensais, je ne sais pas, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que on avait un enfant qui, au bout d'une dizaine de séances, un quart d'heure avant la fin, il partait en fugue. Et au bout de première fois, on était surpris, deuxième fois, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Et on a pensé que cet enfant, il souffrait de la perte, et d'anticiper qu'on allait se séparer, il préférait partir que de le subir. Alors, première chose, donc on a dit, ce qu'on a fait, mine de rien, comme dirait ma collègue, on a dit, bon, la fois après, un quart d'heure avant la fin, bon, les enfants, il nous reste un quart d'heure, on va en profiter, on va faire ceci, cela, et la prochaine fois, on se retrouve. Et Yann, il n'a pas bougé. Et 6 mois après, il s'est mis sous une chaise et il nous a raconté le séjour qu'il a fait à Maison d'Enfants quand sa mère a fait une dépression et qu'elle a été hospitalisée. Alors, je réponds en partie peut-être sur le processus. Après, nous, bon, voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Oui, il me semblait que dans votre question, il y a une dimension, mais peut-être c'est moi qui projette ma question, donc je ne suis pas au clair. Mais je vous le livre tel quel. Il me semble que dans la question de monsieur, il y a « mais qu'est-ce que vous faites de ça ?» C'est-à-dire, vous recueillez et vous élaborez et vous permettez de rendre visibles des difficultés du lien, à travers ce dispositif de théâtre. Est-ce que vous relayez ça chez les parents? Est-ce que vous le mettez en culture chez les parents? Est-ce que comment est-ce que c'est retravaillé dans l'espace primordial, initial, dans lequel le problème se pose? Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en faites du point de vue de la structure première, dans lequel le lien difficile s'est construit. Il me semble qu'il y avait ça. Oui, à l'image d'une interprétation dans le domaine psychanalytique, par exemple. Alors, il peut y avoir une interprétation dans l'acte, comme on a fait là tout à l'heure. Là, on a fait une interprétation dans l'acte, c'est-à-dire, on a au moment critique pour l'enfant, on a adressé quelque chose au groupe entier. Vous voyez, donc voilà, l'enfant, il y a ça. Bon, et après, il y a la question de transférer dans la famille. On dit à la famille et à l'école, oups là, attention, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Essayez de changer votre regard. C'est pas ce qu'on leur dit, mais c'est notre intention. Parce qu'on voit bien qu'Angèle, par exemple, elle ne sait plus comment se comporter. Sa mère a pensé qu'elle va devenir folle. Et donc on voit bien l'importance du regard. Et donc, on essaie de transformer ce regard, mais sans donner du textuel. On ne dit pas ce qui s'est passé, mais on alerte sur le fait que quelque chose est en train de se passer. Vous voyez, on est dans l'indirect, avec des personnes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se confronter. Oui, pour faire écho à la question de Christine, je voudrais dire que à l'hôpital Marchand, il y avait une psychologue qui faisait un atelier théâtre avec des adultes et que pour des raisons, ça date d'il y a l'an dernier, je crois, et pour des raisons de file active, on a supprimé l'atelier théâtre pour qu'elle puisse recevoir des personnes et qu'on puisse dire regardez comme on est rentable. Voilà. Et donc, je crois que c'est très très important de parler de ce genre d'activité parce que voilà ce qu'on en fait, si vous voulez. Il faut que des personnes continuent à les défendre. Bon, après, je pourrais intervenir, mais je sais pas trop. J'animais un atelier de lecture de poésie à haute voix, mais avec des adultes qui étaient pratiquement, on pourrait dire, à l'opposé de votre positionnement. Alors, je crois d'une part qu'il y a le fait que
avec des adultes, on n'a pas la même protection qu'avec les enfants. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte qu'il y a un rapport d'adulte à adulte, alors que l'enfant est toujours protégé socialement. C'est-à-dire qu'il y a une partie du rapport avec l'enfant qui est déjà socialisée par la protection, si vous voulez. Je ne sais pas si je suis très claire. Et mon idée... alors, je crois que j'étais assez seule dans cette initiative, et mon idée était que je ne vais pas rendre ça thérapeutique officiellement, de toute façon, parce que les patients, ils ont bien le droit de lire de la poésie et de participer à un atelier de poésie, entre guillemets, ordinaire, on pourrait dire, non marqué thérapeutique. Enfin, comme s'ils étaient déjà enfermés en psychiatrie, on ne va pas rajouter un enfermement à ça. Et en fait, ce que je crois avoir remarqué des effets, il y a 2-3 choses que je peux dire. Il y a, d'une part, le dispositif, c'était, vous choisissez un poème à lire devant les autres. Et moi, je faisais travailler à minima. En fait, mon idée était que les personnes puissent s'approprier suffisamment le poème pour que il a un sens quand il est dit aux autres. Et les patients sont des remarquables passeurs. C'est incroyable. Ils sont plus forts que des acteurs professionnels, souvent. Et alors, il y avait ça. Et donc, ils transmettent aussi aux personnes comme moi, enfin, aux imbéciles pour moyens, des choses qu'on n'attend pas, quoi. Et... alors, je me rappelle de la remarque d'un patient qui m'a dit mais alors, je n'arrive à éprouver aucune émotion, mais à l'atelier de poésie, oui. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et alors, bon, la règle de l'atelier aussi, c'était de se confronter au public, à un public. Et donc, comme on était en partenariat avec le Théâtre du Grand Rond, on a fait plusieurs fois les apéros du Grand Rond, des lectures pendant toute la semaine. Et quand vous parliez d'interprétation en acte, je pense que c'était pratiquement ma seule manière d'être soignante avec eux. Et je me rappelle d'un patient qui ne voulait plus venir à l'atelier parce que il voulait plus lire face au public. Il voulait plus lire debout, alors il est venu à l'atelier très longtemps sans y participer. Et puis, lors de la représentation, on lui a proposé d'être assis. Et il a pu lire assis. Une autre anecdote, c'est un patient qui dit bon, moi, pour la représentation publique, je veux bien venir un soir, mais pas 5 soirs. Et du coup, on a dit ah, mais peut-être qu'il ne peut pas venir une fois 5 soirs, mais il peut venir 5 fois un soir. Donc, voilà. On lui avait dit ça. Bon. Tous les soirs, on lui reposait la question, bon, et demain, vous allez venir demain? Parce que s'il avait manqué, ça aurait été embêtant. Et il a dit, oui, bon, je viendrai. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est venu 5 soirs. Enfin, voilà. Oui, là, on voit bien qu'en dehors de la scène, il y a une autre scène, celle du groupe à côté. Oui, mais il y a une autre scène, c'est-à-dire ce que vous racontez. C'est-à-dire au moment où on sort de scène, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas revenir? Donc ça, c'est une autre scène. Là, j'aurais pu vous en parler. Je voulais faire une autre remarque concernant la question des groupes. Alors, il y a des impératifs économiques, mais il y a surtout les groupes, ils sont vécus comme c'est Anzieux qui disait ça, comme des États dans l'État. C'est-à-dire, les grands groupes n'aiment pas qu'un petit groupe à l'intérieur qui prenne son autonomie. Alors, c'est vrai, on comprend pourquoi. Mais souvent, c'est du fantasme aussi, et c'est de l'envie. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe qui fonctionne bien, et il faut pas le garder pour soi. Il faut que les gens autour aient le sentiment qu'ils peuvent, vis-à-vis de ce groupe-là, remplir leur rôle, et notamment le médecin psychiatre. Les autres collègues à la rigueur, mais le médecin psychiatre, il a du pouvoir, et si vous ne lui faites pas voir, si vous ne jouez pas le jeu,
Avec lui, vous allez, à un moment donné, ne plus avoir d'indication pour le groupe. Ah non, cette année, les enfants, ils ne sont pas prêts. Enfin, et voilà, et votre groupe, il ne va pas perdurer. C'est important de l'avoir en tête. Hein, qu'il faut vraiment que le groupe soit lisible de l'extérieur. Il n'est pas visible pendant qu'il fonctionne, mais il est lisible dans son existence. Autrement, vous faites décaniller, parce que c'est un état dans l'état. Ah non, mais ça se rajoute. Non, mais c'est les deux. Non, c'est les deux. Il faut rajouter les deux. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur justement ces notions de groupe et d'effet de groupe. Peut-être en 3 mots quand même dire d'où je parle. Et ça me permet d'ailleurs de faire la jonction entre mon tout début de carrière et puis aujourd'hui en tant que retraité ayant plus de 70 ans. Bon voilà. Et donc je fais la jonction et je viendrai en appui à ce que j'ai pu entendre de ce que vous avez dit, notre intervenant. Et donc en tout début de carrière, moi j'étais éducateur de groupe, parce qu'on appelait ça comme ça. Hein, j'étais à la protection judiciaire de la jeunesse pendant 28 ans, et donc j'ai eu fondamentalement affaire à des groupes. Sauf que quand on était très jeune éducateur, à 25 ans, etc., on avait face à soi une collection d'individus dont on ne faisait pas grand-chose en tant que groupe. C'est-à-dire on essayait de, entre guillemets, traiter les uns et les autres au cas par cas, avec des études de cas, de situations, etc. En même temps, j'ai fait mes études de psycho, donc jusqu'à devenir psychologue clinicien, et sous la houlette de Anzieux. Et j'étais allé vers là, parce que j'avais lu tous ces écrits et ces développements avec René Kess sur les groupes. Et donc, comme en tant qu'éducateur, ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais éducateur, j'avais affaire à ces histoires de groupes. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant avec des groupes? Et donc j'ai fait un DESS, un DEA sous l'autorité d'Anzieux. J'ai pu peaufiner tout ça, continuer d'ailleurs à avoir une correspondance avec lui, et à cofonder un théâtre, un vrai théâtre. Mais au début, c'était des ateliers, hein, exactement comme vous l'avez montré. Et ensuite, on a bénéficié pour dire qu'il y a de la politique dans tout ça, et que c'est très important. À partir de 81-82, heureusement, au ministère de la Justice, nous avons eu M. Badinter. Et donc, ça a rendu dans les institutions possible de faire des choses qui étaient impossibles avant, parce qu'on était plus près des maisons de comment ça s'appelle, de correction, de rétorsion, presque, disons, voilà. Et donc là, il y a des choses qui sont ouvertes parce qu'on a pu commencer à faire des ateliers de jeux dramatiques, parce que les appelez comme ça, en prison, avec des sortants qui allaient être sortants de prison. Bon, et un certain nombre sont venus nous retrouver à la sortie de prison, et donc on a cofondé en même temps de la formation au jeu d'acteurs, on appelait ça comme ça. Et puis des ateliers qui continuaient à être en prison, mais pas seulement en classe, par exemple, dans des écoles. C'est-à-dire aller avec des ex-délinquants qui avaient fait soit de la prison, soit pas, ou qui allaient en faire, raconter des contes, par exemple, en prison, en école, pardon. Bon, voilà, on jouait à la musique et en même temps, on racontait des contes. Il y a une espèce d'emboîtement, je veux dire, de choses, un peu comme des poupées russes, puisque c'était des anciens en grande difficulté qui, tout d'un coup, allaient auprès de leurs petits frères ou petites sœurs. C'était un peu comme ça pour leur raconter. Et ça les humanisait très profondément. Et quand on préparait les ateliers qu'on allait faire avec les enfants, avec
ces adultes ou ex-adolescents. Bon, voilà. Ça, c'était le début de ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai envie, en 4 minutes, de vous dire presque la fin, puisque j'étais pas du tout spécialisé là-dessus, puisque toute ma vie, je me suis occupé d'adolescents puis d'enfants à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, où là, il ne faisait pas du théâtre du tout, il faisait un fonctionnement très classique. Bon, voilà. Et là, je suis tombé près de ma maman, qui tombait à partir de 90 ans jusqu'à 95 dans Alzheimer et compagnie, etc. Pas du tout spécialisé, pas du tout là-dedans, et complètement déboussolé, même qu'on soit psychologue, on est complètement paumé. Et de participer de groupes de parole de gens qui étaient des aidants et qui étaient dans la même situation. Très, très compliqué. Alors j'ai fait un premier groupe avec mon épouse pour essayer, que ça nous fasse du bien aussi de parler une fois par mois de ce qui nous arrivait. Et puis la deuxième fois, il y avait ces trucs de répit où on pouvait amener la maman, et surtout nous souffler pendant ce temps et faire un second groupe de parole. Mais là j'ai dit, mais c'est le deuxième. Et on nous a proposé un troisième. Alors j'ai dit, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé non plus seulement... C'est-à-dire que je me suis rappelé un peu de comment on travaille. Bruno, excusez-moi. Oui. Il faut qu'on partage la parole. Voilà. Comment je travaillais avec les jeunes, avec les jeunes. Et j'ai dit, mais il faut passer par l'écriture, par la parole, par le corps, par mettre tout ça. Et donc, des choses que l'on se dit, on va en faire des impros en jeu, puis ensuite on va faire des textes, et puis on va essayer de jouer les textes. Et ce qui se passe maintenant, c'est que depuis 7 ans, on joue une pièce de théâtre que nous avons, les individus. Et tout d'un coup, c'est devenu groupe. Voilà, on va s'arrêter de jouer maintenant, parce que ça fait 7 ans qu'on joue, mais le groupe demeure et continue à faire des repas ensemble, à se voir, etc. Comme j'ai depuis 40 ans des jeunes que je suis toujours sur Facebook, 35 ans après, avec un effet de groupe terrible, parce que tous ces jeunes qui sont passés par le théâtre du fil, puisqu'il s'appelait comme ça, eh bien, on continue de jouer. Ça, c'est sur les effets de groupe. Merci d'avoir élargi le propos que moi j'ai proposé. Vous nous avez montré comment on peut l'utiliser, comment les dispositifs peuvent être variés. Merci. Oui, bonjour. Je me présente, je suis stagiaire en art-thérapie dans Salmex, donc c'est une maison pour enfants à caractère social, avec des enfants qui sont épileptiques sévères pour qui les traitements ne fonctionnent pas bien. Donc je propose des dispositifs avec 4 groupes, dont 3, ça se passe très bien, très intéressant, avec des bons résultats. Mais par contre, je suis confrontée dans un groupe, je me suis posé la question, je suis tout au début, mais ce sont des enfants non-verbaux, hypotoniques, certains hyperactifs, ils ont beaucoup de TDAH, ils ne verbalisent pas, ils n'écrivent pas, ils ne lisent pas. Et je me suis posé la question récemment, j'ai entamé une réflexion, peut-être hâtive, puisque je répète, je débute, mais sur les limitations des médiations artistiques avec un certain public, dont notamment le public que je viens de mentionner, c'est-à-dire non-verbaux, hypotoniques, ne sachant ni lire, ni s'exprimer, et les âges peuvent aller de 6 ans à 15 ans. Par rapport au groupe que j'ai. Et je voulais vous demander la question, est-ce que vous avez été confronté à cette réflexion des limitations de médiation artistique, peu importe lesquelles, moi je suis artiste peintre, mais je suis très ouverte et j'essaie de pratiquer aussi par rapport au théâtre, l'écriture avec les autres groupes. Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce que vous avez été confronté dans votre pratique? Merci. Oui, alors bien sûr, pas aux enfants dont vous nous parlez, je ne peux pas... Mais il y a 2 choses importantes. C'est d'abord l'accessibilité de la médiation. Il faut que la médiation soit accessible. C'est-à-dire, il faut observer comment les enfants s'en saisissent. Ce qu'on appelle la malléabilité de la médiation. Parce que, il ne faut pas qu'on ait... Nous, on rêve les groupes qu'on organise, on rêve ce qui peut s'y produire, mais il faut voir comment les enfants, les participants, se saisissent de la médiation.
Ça, c'est un premier niveau, toujours, hein, bien sûr. Et ensuite, et donc, ne pas se fixer un objectif a priori. Et bien sûr, on peut rêver, mais ne pas se dire, on va jouer, dans 2 ans, on va jouer à tel endroit, bon, à tel heure. Et après, il y a autre chose, il y a la scène du groupe. Donc, le faire est un prétexte pour être ensemble. On fait quelque chose ensemble. Donc, on voit, il y a l'intérêt du faire, mais il y a l'intérêt d'être ensemble. Donc, il faut voir, si vous voulez, il faut voir qu'est-ce que ça produit. Bon, je comprends, vous êtes thérapeute, donc, comment dire, avec une centralité sur la création et sur le faire. Hein. Mais il faut peut-être, hein, il y a la dimension groupale, et puis après il y a la dimension transférentielle, bien sûr, hein, qui est toujours intéressante à travailler. Je n'ai pas d'objectif des résultats. C'est dans les processus. Oui, je le dis pour. Ce qui me semble, c'est que je travaille, c'est les processus. Qu'est-ce qui se passe pendant les processus? Mais je suis confrontée à ces groupes et voilà, je suis prenante des dispositifs qui puissent être mis en place avec ces genres de publics. Oui, alors ça me donne. Alors je sais pas, je prends. Ça m'a donné, vous avez un très bon numéro dans la revue En Pan sur art et soins psychiques, qui est justement sur ces questions-là. Hein. Et dans ce que vous dites, vous verrez, c'est un numéro absolument superbe qui est fait par des art-thérapeutes, mais pas que, et qui aborde ces questions et qui aborde aussi les difficultés, je dirais. Hein. Moi, il me semble que le problème, tu nous as proposé quelque chose de très simple, mais extrêmement compliqué. Hein, et je te remercie de la simplicité dont tu as fait preuve pour nous poser des problèmes de fond, des problèmes tout à fait fondamentaux. Parce que la question qui se pose, c'est que pour certaines populations, que ce soit adultes ou enfants, se pose la question de l'être au monde. L'être au monde, c'est-à-dire comment on peut ne pas s'y fondre dans le monde et y disparaître, et comment s'en isoler. Et ça pose la question fondamentale actuellement. Un sujet seul, ça n'existe pas. Et ça pose la question de la spatialité, ça pose la question de l'environnement. Hein. Et ça, tu nous l'as très bien montré et je t'en remercie. À signaler aussi qu'il y a un autre livre en vente à la sortie, qui est le livre sur son expérience théâtrale. Voilà. Avec le préfacier qui vient de prendre la parole. Voilà, très bien. Merci beaucoup. J'avais en tête deux souvenirs là à vous écouter, parce que finalement, est-ce qu'on peut faire du groupe avec des personnes qui ont très peu de moyens, cognitifs, moteurs, etc. Et ce que dit Gérard m'a beaucoup éclairé. C'est-à-dire il y a la question de la médiation et la question d'être ensemble. Il faut toujours marcher sur ces deux jambes, si on peut dire, quand on fait un atelier, quoi. Hein, c'est-à-dire on a quand même un petit objectif, hein, il y a quelque chose, il y a une médiation, on a envie que ça marche, que ça réussisse, hein, qu'on y passe un bon moment, enfin bon, hein, ensemble. Hein. Mais voilà, il y a les deux choses, il y a que ça fonctionne, que la médiation fonctionne, que ce qu'on propose soit pris, hein, mais à la fois qu'on puisse vivre quelque chose ensemble. Alors voilà, moi j'avais deux souvenirs à ce sujet-là. Hein. Et alors c'est un premier souvenir, on peut le partager avec d'autres qui sont ici là, aujourd'hui, qui est un souvenir ancien. Hein, dont on s'est dit, hein, c'était suite au travail de supervision avec Toscaïès, on s'était dit, il faut faire un groupe de parole dans cette institution d'enfants agités. Bon, délinquants, etc., ou pas à peu près délinquants, enfin, troubles du comportement. Hein. Et on a dit, mais non, on ne peut pas faire des groupes de parole avec ces gens-là, avec ces jeunes, ça ne marche jamais. On a déjà essayé, quoi. Alors moi j'ai été étayé. Alors voilà, il y a l'histoire de l'étayage aussi dans ce que tu dis qui est très important. C'est-à-dire on ne peut pas faire du groupe si on n'est pas appuyé sur quelque chose. Voilà, hein, on ne peut pas dire... C'est pour ça la dimension politique c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un être social si on n'est pas appuyé sur des structures sociales, des dispositifs sociaux et inscrit dans des réseaux sociaux. C'est ça la politique au sens propre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'étayage qui est fondamentale pour soutenir un projet du groupe. Ben, par exemple ici, hein, le groupe conforme, là, hein, une fois tous les 1 mois et demi, on est étayé sur un petit collectif, le collectif du Café Psy. Vous voyez, c'est de l'inter-étayage. Mais s'il n'y avait pas cet inter-étayage, il n'y aurait pas. Mais à l'époque, bon, voilà, enfin, je ne donne pas trop de détails, mais c'est ça. Alors, voilà, on dit on ne peut pas. Hein, on ne peut pas faire un groupe de parole avec ces jeunes. Alors, bon,
Alors on se met dans un endroit qui était la bibliothèque, tu te souviens. Bon, il y a un témoin là au moins, il y en a plusieurs peut-être. Bon, on peut pas, ils viennent pas. Hein. J'ai dit mais venez quand même. J'étais étayé sur l'histoire de Tosquelles. Tosquelles, il disait allez-y. Alors nous, on voyait Tosquelles, on s'est dit bah, ce mec, il a l'air de savoir tout ça. Bon, il disait allez-y, ben on y va. Bon, quelque chose comme ça. C'était assez rudimentaire, mais c'était quand même un appui, hein, un étayage. Voilà. Donc les jeunes ne viennent pas, ils restent à l'extérieur, ils font du boucan. Alors on était là les adultes en service, en poste ce jour-là, des éducateurs, des psychologues, etc. Et les jeunes, ils faisaient un peu le bordel, un petit peu autour, ils tournicotaient, bon, dans l'institution, ils faisaient du bruit. Bon, on y a passé une demi-heure, hein, on était là entre nous, et ils ont dit, mais tu vois bien que ça ne marche pas, le truc, hein, le groupe de parole. C'est pas grave, on continue. La semaine d'après, même heure, même lieu, etc. Là, les jeunes font un peu plus de bruit, etc. Ils se rapprochent, ils claquent un peu les portes. Enfin, il y a du raffut qui se rapproche. Hein. Bon, alors on continue. La fois d'après, il y en a un qui était un peu le leader, enfin, du groupe. Hein, tu t'en souviens. Alors lui, il traverse cet espace, hein, où on était nous, les adultes, confis là. Il traverse ça et il finit par se mettre à l'intérieur d'une armoire. N'est-ce pas ? Bon, on continue, la fois d'après. Hein, y a des gens qui viennent, des gosses qui viennent, etc. Ce groupe de parole a duré 18 ans. Voilà, bon, une fois par semaine dans cette institution. Alors, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut apprendre ? Après, j'ai une autre histoire, mais je ne la raconte pas. Et on ne peut pas tout raconter. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là ? Vous voyez, c'est qu'il faut créer il faut de l'encreux, quoi. Oui. Puis il faut avoir une conviction. Pour que ça soit, voilà, il faut de l'étayage. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut de l'étayage et il faut de l'encreux. Vous voyez, mais il faut de l'étayage pour faire de l'encreux. Si on veut que ça marche tout de suite, que ça réussisse tout de suite, qu'on soit validé dans notre intention de producteur de médiation, parce qu'on a envie d'être reconnu dans la boîte, c'est normal. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Le problème, c'est qu'il faut créer de l'encreux pour qu'il puisse y avoir de l'accueil. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on soit étayé, parce qu'on ne peut pas fabriquer de l'encreux. Alors, j'ai une petite théorie sur l'encreux. J'ai fabriqué un concept à la noix que j'ai appelé la pulsion dépressive. Alors, mais ça a déjà été travaillé par des gens comme Gamil, Gamil sur la question de la dépressivité. Et je me dis, la pulsion dépressive, c'est un peu contradictoire. Je me dis, les dépressifs, pathologiquement, ils n'ont pas de pulsion. Enfin, ils ont du mal avec leur pulsion. Voilà, ils n'arrivent pas à actualiser la pulsion. Mais je dis, non, mais il y a une pulsion dépressive. Il faut faire jouer quelque chose qui génère de l'encreux. Voyez ? Et pour ça, il faut être étayé, appuyé. Voilà, c'est du bricolage infâme sur le plan théorique, mais je vous le livre comme ça. Bon, je me suis permis. Voilà, oui, par rapport à la question du vide dans la culture chinoise, le vide se profile et le plein, c'est l'acte. Oui, bonjour, merci de ces interventions. Alors juste, moi, deux choses. La première, c'est que ce que vous racontez, ce que tu racontes, Gérard, se joue aussi, et là où je vais jouer l'adossement différent, se joue aussi dans tous les ateliers théâtre, tous les ateliers cirque, tous les ateliers d'enfants, voire dans les cours de récréation, sous le contrôle ou non d'adultes. Et je trouve en effet que des fois viennent se jouer dans ces lieux, et entre autres des ateliers théâtre d'enfants ou d'adultes, des choses qui sont pour le coup très psychodramatiques, voire qui viennent raconter la détresse de quelqu'un. Donc quelqu'un qui va s'inscrire dans un stage de théâtre et puis qui vient y jouer sa problématique. Alors, souvent sur des attitudes très limites, avec le groupe, avec ce qu'on lui propose et surtout avec la question de son imaginaire, de ses pulsions et de sa déshérence un peu psychique. Et c'est là où moi je répondrai à la première question de Christine, c'est qu'il faut pouvoir peut-être faire institution dans ces questions de groupe quand ils viennent avec la notion d'accueil thérapeutique d'enfants, d'adultes, et quel que soit d'ailleurs le groupe. Et donc, peut-être appuyer, mais vous l'avez dit, mais j'ai envie de forcer le trait, appuyer sur la question de l'indication et qu'il y a un collectif autour des groupes qui disent
que dans ce groupe peut s'y jouer ces choses-là. Et qu'à partir de là, ça ouvre la porte dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, sortir du groupe, et puis peut-être aller revoir un peu ceux qui nous ont indiqué d'y aller et leur dire tiens, je ne veux pas y retourner, etc., etc. Ce qui permet peut-être de rejouer la question, ou en tout cas de reposer la question du transfert dans ces groupes. Et là, j'aurais moi une petite... je pourrais peut-être naviguer à sens inverse de ce que j'ai entendu. C'est comment on intègre en fait... au-delà de l'interaction qui se joue sous nos yeux et dans laquelle on joue avec l'autre, dans l'interaction dans laquelle il est, et celle qu'on lui propose, ce qui se joue de son insondable, et donc le laisser partir avec ce qu'on n'a pas compris de lui, pour qu'il puisse aussi, quand il sort, être ce sujet, et qui fait avec ce qui n'est pas possible d'être compris. Et j'aurais un peu, je voudrais, c'est pas une alerte, mais si quelque part, c'est-à-dire quand on dit efficace, il faudrait pouvoir promptement créer de l'individu social qui baisse ses symptômes, qui répond à l'efficace de ceci ou à l'efficace de cela, mais on le sait, je sais pas d'où sont les gens qui ont parlé, on entend qu'il y a quelque chose peut-être aussi de ramener quelque chose de la clinique, du sujet humain, de l'humain, et l'humain, il fait avec ce qu'il ne comprend pas de lui. Et il doit faire aussi peut-être avec le fait qu'il ne comprend pas quelque chose de l'autre. Et moi je trouve que quand même un axe thérapeutique des groupes, c'est aussi de permettre à chaque individu d'en sortir avec quelque chose qu'on n'a pas compris de lui. Voilà, juste... Bien sûr, Vincent. Et puis, oui, c'est très bien que tu rappelles ça. Et c'est à propos, bien sûr, après ce qu'on vient de dire, du vide. Hein, voilà. Et quand même, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est qu'il y a des sujets d'actualité qui s'invitent dans nos scènes. Bon, je ne le développe pas, mais en tout cas, ce que tu dis, bien sûr, ça fait partie de l'enjeu du groupe, c'est que chacun puisse faire son chemin sans qu'il soit sous le regard d'un autre. Voilà. Oui, moi, je voulais dire 3 mots. Je suis une fille, je suis capable de parler très vite. La psychanalyse n'est ni neutre ni bienveillante, on le sait, c'est éminemment politique. Il y a une autre pulsion qui m'intéresse, c'est la pulsion anarchiste, qui pourrait être en regard de la pulsion dépressive dont vous parliez tout à l'heure. Et je pense que dans les groupes, cette façon de faire collectif, c'est peut-être aussi quelque chose qui a à voir avec la pulsion anarchiste du thérapeute. Vous venez d'entendre Gérard Chimisanas lors d'un café psy enregistré à la librairie Ombre Blanche, samedi 29 novembre 2025, intitulé « Un atelier théâtre pour transformer les liens ». Réalisation Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.